Bienvenue à tous pour ce webinaire PSS du mois de février avec un petit décalage horaire. On avait l'envie de vous partager en fait un retour d'expérience sur le déploiement PSS qui a eu lieu en RDC dans la région de l'Équateur entre mai et août dernier. Donc j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés pour vous partager leur expérience un certain nombre d'équipiers PSS. Alors, je vais les laisser se présenter les uns après les autres. Mais voilà, j'ai le plaisir de vous présenter Cécilie, Faustine, Geneviève, Abiba et Massimo. Cécilie, je te laisse prendre la parole. Bonsoir à tous. Du coup, donc moi, c'est Cécilie. Je suis responsable du pôle psychosocial et protection genre inclusion à la direction internationale. Et je suis partie au démarrage de la mission pour lancer, au démarrage du déploiement psychosocial pour lancer un petit peu les activités, identifier, etc., ce dont je parlerai tout à l'heure. Et donc, je passe la parole à Faustine. Merci Cécilie. Bonsoir à toutes et à tous. Donc moi c'est Faustine, je suis psychologue. Je suis référente des ERU PSS à la Croix-Rouge française avec Cécilie. Et j'ai été formée ERU PSS par la Croix-Rouge canadienne en février 2017. Voilà, je laisse la parole à Geneviève. Geneviève, il faut que tu actives ton micro. Pas tout. Je recommence tout. Alors, Geneviève, psychologue du travail, formée ERU en juin 2017 et je suis partie au Congo du 3 au 24 juillet. Voilà. Et je passe la main à Abiba. Bonsoir à tous, je suis Abiba, je suis psychologue clinicienne à Lyon. J'ai été formée en tant qu'ERU PSS en juin 2017, comme certains de mes collègues, et j'ai été à la 4e rotation dont je vous parlerai tout à l'heure. Et je passe la parole à Massimo. Bonjour à tous, Massimo, psychologue sur l'île, du coup, consultant. Je suis intervenu pour clôturer la phase d'urgence et lancer, du coup, la deuxième partie. On en reparlera tout à l'heure. Merci à tous pour cette présentation. Donc, pour les spectateurs, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, comme d'habitude, vous pouvez utiliser le module questions-réponses du webinaire. C'est la petite icône avec un dossier et un Q. Ça nous permet de bien faire le suivi de toutes les questions. Et puis, bienvenue aussi à Vincent Falguerou qui est là ce soir et qui va m'aider à animer ce webinaire et notamment être le garant de la réponse à la totalité de vos questions. Donc, salut Vincent. Bonsoir à tous. Merci pour l'introduction. Alors, sans plus tarder, je vous propose de commencer par un rapide rappel du contexte de cette opération. Alors, donc je vous emmène en République démocratique du Congo ce soir, dans la région de l'Équateur, donc qui est une très grande région, qui est située au nord-ouest de la RDC, à la frontière avec le Congo et la République centrafricaine. Donc, on était sur la 9e épidémie de Ebola. C'est vrai que le Congo fait partie des pays où malheureusement, depuis 1976, si je ne m'abuse, pour la première, voilà, il est sujet très régulièrement à des épidémies. C'était la première épidémie sur la région de l'Équateur. On va revenir dans le détail un peu plus tard. Pour rappel, il y a une 10e épidémie qui est en cours, là dans la région du Nord Kivu, la zone que vous voyez en violet, qui a été déclarée début août et qui malheureusement n'est pas prête pour l'instant de s'arrêter. Comme vous le savez, on a des équipiers également qui ont été déployés pour soutenir la réponse sur le Nord Kivu. Revenons à l'Équateur. Donc, le 8 mai 2018, le ministère de la Santé informe l'OMS de 2 cas confirmés de la maladie dans la zone de santé de Bikoro. Et dès le 11 mai, 2 autres zones de santé rapportent des cas.
Donc la région de Bikoro et puis également la zone de santé de Wangata dans la ville de Mbandaka. C'est donc bien sûr la 9e épidémie d'Ebola. Il y a une certaine expérience au sein du pays pour prendre en charge la réponse. Cependant, c'est la première dans cette province, avec du coup un personnel soignant qui n'est pas forcément coutumier des bonnes pratiques de prise en charge. L'origine de l'épidémie est rurale, mais elle atteint du coup Mbandaka, ce qui suscite de vives inquiétudes au sein de l'OMS et de la communauté internationale, parce que qui dit zone urbaine dit risque de flambée épidémique plus importante avec des risques de contamination plus importants. Les 2 autres zones qui sont touchées sont, elles, beaucoup plus rurales. Autre source d'inquiétude, c'est la localisation de ces villes qui se trouvent vraiment sur la région transfrontalière avec le Congo et la République centrafricaine, avec énormément d'échanges commerciaux. C'est vraiment un nœud commercial. Et puis, du coup, la présence du fleuve avec risque du coup de transmission de la maladie à d'autres pays via le fleuve ou par voie aérienne, parce qu'il y a également des vols très fréquents. Donc cette épidémie, voilà, elle a commencé le 11 mai, elle a été déclarée après 42 jours, donc pour rappel, 2 fois la période d'incubation, après 42 jours sans cas, terminée par le ministère de la Santé fin juillet. Au total, ce sont 54 cas de maladie, 38 confirmés, 16 probables, entre le 5 avril et puis la fin de l'épidémie. 33 décès, donc un taux de létalité assez important, à 61%. Et cette épidémie a également touché des agents de santé. Il y a eu 7 cas parmi les agents de santé, dont 2 sont décédés. C'est une épidémie où il y a eu des campagnes de vaccination. Ce n'était pas la première fois en RDC, mais voilà, on a pu également faire des campagnes de vaccination, notamment à destination des agents de santé, ces campagnes étant réalisées par l'OMS. La carte d'après vous montre du coup les zones de santé qui ont été touchées. Donc voilà, Bikoro, Iboko, des contextes des contextes de brousse, et puis Mbandaka, un contexte urbain, donc deux approches aussi assez différentes. Le mouvement s'est mis en ordre de marche pour pouvoir soutenir la Croix-Rouge de RDC dès le début de l'épidémie, avec un certain nombre d'actions et d'activités qui sont reprises ici. Donc, tout le volet mobilisation communautaire, communication auprès des communautés afin de diffuser les messages de sensibilisation, essayer de combattre les rumeurs qui sont très fréquentes et les peurs pour que les personnes qui ont les symptômes osent aller dans les centres de santé se faire soigner et n'aillent pas contaminer d'autres personnes. Tout le volet suivi des cas contacts. Donc un cas contact, c'est une personne qui a été en contact avec une personne malade, confirmée ou suspect. Ça peut représenter beaucoup de monde et la Croix-Rouge de RDC a été mobilisée sur la surveillance et le suivi de ces cas contacts. Tout le volet enterrement digne et sécurisé et désinfection des maisons. Le ministère de la Santé avait vraiment confié à la Croix-Rouge de RDC ces actions-là. Donc du coup, avec une très forte attente et pression à la fois du ministère de la Santé, mais aussi des autres acteurs et des organisations présentes dans la prise en charge. Un volet soutien psychosocial dont on va parler plus précisément ce soir. Une autre action dont vous avez déjà entendu parler si vous avez lu attentivement nos points actus, c'est toute la partie contrôle, prévention des infections en soutien aux structures de santé. Donc, au-delà du déploiement des équipiers PSS, comme vous le savez, on a également envoyé des équipiers ERU pour intervenir sur cette partie-là de la réponse. Donc en soutien aux structures de santé, donc pas de la prise en charge de patients malades, mais vraiment essayer de mettre un verrou sanitaire en formant les centres de santé, en mettant en place des systèmes d'isolement et comment on appelle ça,
je viens de perdre le mot, de triage, voilà, pour essayer de limiter les contaminations à l'hôpital quand un patient se présente avec une fièvre, pour qu'il évite de contaminer les autres patients pendant qu'il attend d'être pris en charge. Et bien sûr, le renforcement de toutes les capacités des équipes de santé avec de la formation, de la sensibilisation. Voilà pour cette partie-là. Je vais passer maintenant la parole à Cécilie, qui va vous faire du coup un rappel sur le contexte global des activités psychosociales mises en place. À toi. Merci beaucoup Aude et bonsoir à tous. Du coup, je vais commencer par un petit rappel des 3 axes stratégiques du pôle psychosocial tels qu'ils ont été développés. Il y a un premier axe qui est, donc je vais commencer par celui en bas à gauche, qui est la promotion du bien-être psychologique et social des personnes ou groupes rendus vulnérables. Il s'agit de proposer des activités de soutien individuel ou collectif à des personnes atteintes de maladies type VIH pour des enfants qui souffrent de malnutrition, dans le cadre de migration, enfin toute situation qui altère le bien-être des individus et affecte des groupes et des communautés. Ensuite, celui qui est juste à droite de ce point-là, c'est le renforcement des compétences psychosociales des professionnels et volontaires dans leur pratique. Il s'agit ici beaucoup plus de proposer un renforcement sur vraiment des compétences psychosociales. L'idée n'étant pas qu'ils deviennent des agents psychosociaux, mais plutôt qu'ils comprennent ce qui se passe au niveau de la réaction des personnes qui sont en souffrance ou en détresse, pour pouvoir à leur tour ajuster et adapter leur comportement pour améliorer la réponse dans sa globalité, que ce soit des personnels de santé, d'eau, assainissement, quels que soient ces individus qui vont intervenir auprès de personnes affectées. Et donc, celui qui nous concerne plus ici, c'est le soutien psychosocial d'urgence aux communautés victimes d'une catastrophe ou d'un conflit. Donc, dans ce cadre-là, on a formé en 2017 une équipe de soutien psychosocial d'urgence qui a intégré le bureau d'urgence et travaille et intervient en cas de besoin pour apporter un soutien individuel, collectif aux enfants et adultes dans des zones qui ont subi une catastrophe naturelle, comme c'est le cas pour Ebola. Et dans tous les cas, on essaye d'intégrer de façon transversale les éléments relatifs à la protection, au genre et à l'inclusion, qui sont des thématiques qui font aussi partie du pôle psychosocial et pour lequel l'ENA travaille plus spécifiquement. OK. Par contre, Rod, il faut que tu changes la slide. Merci. Dans le cadre de la réponse et de l'évolution des actions psychosociales en RDC, on est arrivé quand l'épidémie était déjà un peu avancée, mais elle était encore en cours. Et dès le début, on a essayé de se positionner sur une action de réponse immédiate, mais aussi sur du plus long terme, de renforcer la capacité de la Croix-Rouge de RDC sur le plan psychosocial. C'était une de leurs demandes et du coup, c'est devenu un de nos objectifs. Ce qui fait qu'on a eu 3 temps très spécifiques au niveau de l'intervention. Donc, pendant que l'épidémie était encore en cours, il y a tout le travail d'identification des besoins, de voir un petit peu comment on pouvait appuyer les communautés dans le contexte dans lequel elles étaient. Comme le disait Aude tout à l'heure, il y avait des contextes urbains, des contextes ruraux, il y avait des distances assez conséquentes à couvrir. Le niveau des volontaires et des équipes sur place était assez bas et le psychosocial était une composante relativement nouvelle. Donc, il y avait eu un gros travail d'identification de ce sur quoi on allait pouvoir les former pour qu'ils soient en capacité de répondre le plus rapidement possible. Identifier des superviseurs, commencer à monter une équipe. Et donc, assez rapidement, on est arrivé à la fin de l'épidémie dans le cadre de l'intervention psychosociale, ce qui a permis par contre de beaucoup renforcer ces équipes de volontaires et de superviseurs pour essayer autant que possible de pérenniser certaines actions parce que les besoins psychosociaux se poursuivent après l'épidémie, notamment pour des personnes qui ont perdu un proche ou des personnes qui sont un petit peu angoissées à l'idée que l'épidémie puisse revenir. Du coup, il y a des actions qui peuvent se poursuivre même après la fin de l'épidémie. Et enfin, dans le long terme, c'était beaucoup plus dans le cadre du soutien à la société nationale pour développer une stratégie
plus pérenne et plus durable de soutien psychosocial au niveau national. Voilà. Alors justement, merci beaucoup pour cette introduction, Cécilie. Ce que je vous propose à tous, chers participants, c'est déjà de commencer par présenter les activités, les actions réellement concrètement que vous avez mis en place. C'est vrai que on a eu une jolie promotion en 2017 d'équipiers PSS et c'était la première occasion qu'on avait de vraiment les déployer et de pouvoir voir un peu concrètement qu'est-ce que c'était que de mettre en place des activités PSS dans le cadre d'une réponse. Ce que je vous ai pas mentionné dans ma présentation, dans le contexte, je m'étendrai pas dessus, mais juste vous dire que c'était un déploiement un peu spécifique parce que comme c'était une réponse qui était pilotée par la fédération, les équipes étaient intégrées à un dispositif directement complètement piloté par la fédération et pas aussi autonome qu'un déploiement URU classique. Mais au final, les activités qui ont été mises en place restent les mêmes. Donc, ce que je vous propose, c'est du coup, à tour de rôle, par ordre chronologique, de nous présenter un peu plus en détail les activités que vous avez mises en place. Je te laisse la parole, Cécilie, pour commencer, vu que tu es la première à être partie. Merci. Du coup, moi, je suis partie sur une très courte période, plutôt pour travailler avec la fédération et la société nationale à Kinshasa et dans la branche de Bandaka, pour justement essayer de poser un premier cadre d'intervention, identifier les besoins prioritaires et proposer une trame de plan d'action qui permettait d'orienter ensuite le travail des équipiers qui allaient venir par la suite. On a imaginé plusieurs scénarios. Et sur la base de ces scénarios, les équipiers, le plan d'action a évolué au fur et à mesure que les besoins étaient mieux identifiés et que les partenariats se construisaient avec à la fois la société nationale et les autres. Donc, comme je disais, au niveau de Kinshasa, donc au niveau central, et au niveau de la branche de Bandaka. Et donc, moi, le gros de mon travail, ça a été c'est une petite semaine pour essayer de poser un premier cadre d'intervention que j'ai pu retravailler un petit peu, et en tout cas transmettre à Faustine, et qui a permis qui a servi un petit peu de base au déploiement et au développement des actions, à l'identification des plans de formation qu'on allait élaborer, etc. Donc, ça a été le gros de mon travail, c'était de poser un petit peu un cadre d'intervention de base. Et du coup, on a eu une petite journée de passation avec Faustine qui lui a permis, donc sur Kinshasa, qui lui a permis de s'approprier ses premiers outils et sur la base desquels elle a pu ensuite, elle, partir à Bandaka et vraiment commencer la mise en œuvre des actions. Donc, le vrai travail psychosocial a démarré avec Faustine, à qui, du coup, je passe la main. Merci beaucoup, Cécilie. À toi, Faustine. Excellente transition, merci Cécilie. Donc effectivement, moi après la passation avec Cécilie qui avait fait le gros débroussaillage d'évaluation des besoins et des ressources disponibles et qui avait proposé plusieurs scénarios de plan d'action. Donc moi je suis arrivée, j'ai découvert un peu une situation sur le terrain qui avait un petit peu changé après le départ de Cécilie, parce que dans une situation d'urgence, ça bouge très vite. Et quand moi je suis arrivée, alors quand Cécilie était présente, on parlait encore de crise, et quand moi je suis arrivée, on commençait déjà à parler de post-crise. Et donc du coup, avec un gros focus qui était mis sur renforcement des capacités. Donc c'est pour ça que le volet formation qui avait été prévu par Cécilie a pris d'autant plus d'ampleur quand moi je suis arrivée. C'était vraiment la demande qui était formulée par la branche locale de la Croix-Rouge congolaise. Donc, du coup, la première partie de mon déploiement, ça a été essentiellement focalisé là-dessus, rencontrer les acteurs, me présenter, parler des différents scénarios possibles, voir avec eux ce qui pouvait répondre le mieux à leurs besoins et à leurs ressources. Et donc, rapidement, il y a eu 2 axes qui se sont dégagés, qui ont été donc, la mise en place des formations. Donc, c'était vraiment une formation de base. C'est quoi le soutien psychosocial dans une situation d'épidémie d'Ebola? L'idée, c'était que cette formation, on puisse la donner
à tous les volontaires de la Croix-Rouge, en fait, peu importe leur spécialité, qu'ils soient dans le PSS, dans l'engagement communautaire et la redevabilité, qu'ils soient dans les enterrements dignes et sécurisés, etc. Puisqu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait très peu de connaissances là-dessus et un gros besoin de connaître des outils pratiques. On était parti aussi sur l'idée de faire une formation de premier secours psychologique qu'on a montée, on a créé le support et puis finalement on s'est rendu compte qu'on avait peut-être été un petit peu gourmand et que ça allait pouvoir être utilisé dans un second temps. Mais donc moi sur ma mission, ça a été essentiellement ça, donc la mise en place de cette formation. C'est quoi le soutien psychosocial dans une situation d'Ebola? Comment on peut essayer de comprendre les émotions des personnes malades, mais aussi des communautés, comment elles peuvent comprendre la maladie, travailler sur des outils de décentration pour développer un petit peu l'empathie, la compréhension des émotions, une meilleure gestion, travailler aussi sur des outils d'écoute active, de changement de point de vue, donc pas mal d'outils psychosociaux qui ont été développés. Et alors moi, j'ai beaucoup travaillé avec les volontaires des équipes des enterrements dignes et sécurisés. En fait, quand je suis arrivée, donc moi je suis partie à la pêche aux informations et j'ai essayé d'écouter quelles étaient les priorités des uns et des autres. Rapidement, ce qui est ressorti, c'est qu'en fait, les équipiers des enterrements dignes et sécurisés avaient beaucoup de difficultés à réaliser ces enterrements. Ils étaient mal reçus dans les communautés, qui ne comprenaient pas bien qui ils étaient, pourquoi ils étaient là, et avec beaucoup de rumeurs et de croyances et d'incompréhension. Et donc, du coup, l'idée, ça a été de pouvoir apporter un soutien psychosocial à ces volontaires des EDS, parce que du coup, vous pouvez imaginer toute la colère, la frustration, la honte aussi, de se ressentir le sentiment de s'impliquer pour combattre une épidémie et protéger sa communauté, et pourtant de s'en sentir rejeté, parfois avec violence et agressivité. Il y avait quand même des jets de pierre et des coups de machette qui sortaient au moment de l'arrivée des volontaires des EDS. Donc, il y a eu un gros travail de soutien psychosocial de ces équipiers à travers notamment des groupes de parole. C'était aussi pour moi un bon levier pour leur montrer tout l'intérêt de travailler sur la compréhension des émotions et la gestion de ces émotions en travaillant sur les leurs. Et après ces groupes de parole proposés aux équipiers EDS, donc j'ai mis en place les formations pour qu'ils puissent apprendre à manipuler les outils, donc avec une partie théorique et des parties pratiques, des jeux de rôle qui ont super bien fonctionné. Voilà donc les missions qui ont été les miennes pendant mon déploiement. Et ensuite, j'ai été rejoint avec beaucoup de plaisir par Geneviève, avec qui j'ai pu partager un petit peu de temps sur place, et à qui je vais laisser maintenant la parole pour expliquer quelles ont été ses missions pendant son déploiement. Oui, merci Faustine. Alors en effet, on a eu la chance d'avoir quand même une bonne transition, et je crois que c'était 2 ou 3 jours sur Bandaka. C'était très utile pour faire le lien et puis pour avoir pas mal de notions pratiques. Alors si toi tu t'es occupé des équipes EDS, moi en fait j'ai fait un peu la même chose, mais plus pour les équipes, l'équipe PSS, un soutien psychosocial. L'idée, c'est qu'ils devaient quand même avoir déjà de bonnes notions de soutien psychosocial, et eux, ils avaient une formation qui était prévue sur 3 jours. Dans les faits, en fait, ça a été bien différent, puisqu'en fait, ils avaient quasiment aucune notion de ce qu'ils devaient faire, quoi. Ils accompagnaient les équipes EDS, mais sans savoir trop comment s'y prendre. Donc, voilà, il a fallu réadapter toute la formation qui avait été préparée les 3 premiers jours pour essayer de leur donner des outils et puis donner du sens vraiment à ce qu'ils faisaient, et du coup aussi permettre à la population de mieux comprendre leur action. Voilà. En parallèle, on a pu identifier que les populations en fait, ne savaient pas comment s'adresser, n'avaient pas moyen de contacter l'équipe psychosociale. Donc, on a cherché des moyens de se rendre disponible ou identifiable. Donc, ça, c'était toujours dans la première partie, et on a trouvé une solution à la fin, j'en parlerai peut-être plus tard. Moi, j'ai dû partir en fait sur Bikoro parce que le but c'était d'identifier, de former un maximum de personnes PSS et d'identifier des personnes qui pourraient devenir superviseurs ou éventuellement formateurs par la suite, pour que ça s'inscrive aussi dans la durée au niveau de la SN. Au départ, on pensait faire ça à Bandaka, puis en fait, c'était compliqué de faire venir tout le monde.
Donc, c'est moi qui suis partie avec Malachi, une personne qui avait déjà identifié Faustine au préalable et puis que j'ai confirmé aussi, qui était très bien et qui servait aussi d'interprète parce qu'il y avait quand même un gros problème de langue, contrairement à ce qu'on s'était dit au départ. Voilà, donc arrivé à Bicoro, ça a été très intéressant parce que j'ai pu aussi participer à des réunions où il y avait toutes les autres organisations. Et notamment, l'UNICEF a demandé à ce que des personnes de l'UNICEF viennent profiter de la formation. Et du coup, on était un peu nombreux, parce qu'on s'est retrouvés à 20, mais c'était vraiment très intéressant en termes de partage d'expérience et autres. Et puis, on a quand même pu recruter quelqu'un de cette équipe UNICEF par la suite. Voilà. Une chose qui était intéressante aussi peut-être, c'est que la formation qui était initialement prévue sur 3 jours, pour ceux de Mandaka, a été scindée en 2. Et en fait, j'ai trouvé intéressant de pouvoir faire 2 jours de formation assez intense et puis de revenir dessus quelques jours plus tard. Voilà, donc j'espère que j'oublie rien. Et donc la solution qu'on a trouvée pour permettre à l'équipe de mieux communiquer, ça a été de créer des boîtes aux lettres. Donc avant mon départ, il y a 2 boîtes aux lettres qui ont été créées. Une première avait été disposée au niveau de la Société nationale, ce qui permettait aux gens de mettre un mot de façon anonyme et de pouvoir demander éventuellement de l'aide. Et puis on avait identifié quelques lieux où éventuellement on pourrait en mettre d'autres, et ça, je pense que ça s'est fait par la suite. Et puis sinon, on a fait imprimer des t-shirts, non seulement des t-shirts avec la Croix-Rouge, mais avec aussi les initiales PSS, pour que l'équipe puisse être distinguée. Voilà, et donc quand je suis revenue de Bicoro, je devais faire une formation sur place en espérant pouvoir la faire avec Abiba, parce que c'était bien aussi pour qu'elle rentre dans son rôle. Et en fait, on a trouvé à Kinshasa, essayer de faire quand même une belle transition, j'espère. Je ne sais pas, elle va nous raconter ça maintenant. En tout cas, avant la transition, on a déjà plein de questions. Donc, je vais commencer par la plus simple. Comment ont été reçues les formations? Réponds. C'est Geneviève. Moi, je veux bien. Alors, enfin, pour ma part, très bien. Ils étaient très contents, en fait, très soulagés, quoi, parce qu'ils faisaient partie d'une équipe PSS et ils ne savaient pas trop quoi faire. Donc, très bon accueil. Très bon accueil. Le seul problème a été un problème perdien qu'ils n'avaient pas reçu. Moi, quand je suis arrivée, ça faisait quand même plus d'1 mois qu'ils travaillaient dans le cadre de la crise Ebola et ils n'avaient encore rien reçu, pas reçu d'argent du tout. Donc, il y a d'ailleurs qui devaient faire partie de la formation, enfin qui faisaient partie de l'équipe PSS et qui ne sont pas venus à cause de la non-rémunération. Voilà, je laisse la parole à quelqu'un d'autre si quelqu'un d'autre veut intervenir sur… Et en tout cas, il y a une autre question également pour Faustine ou Geneviève. Avez-vous eu des difficultés quant aux représentations culturelles lors de vos formations de base? Par exemple, sur l'expression des émotions. Tout à l'heure, tu parlais de honte, de tabou, etc. Alors, je ne sais pas, je me permets de prendre la parole à ce niveau-là. Non, pas trop de difficultés. Alors, en fait, au début, ils n'avaient pas trop de représentation, justement, des émotions. C'est-à-dire qu'ils ne verbalisaient pas leurs émotions en disant « j'ai honte » ou « je suis en colère » ou « je suis triste ». C'était « je ne comprends pas ». Et donc, ça se transmettait par de l'agressivité. Donc, vraiment, les groupes de parole tournaient autour de ça. C'était « nous, on vient aider, on fait notre max, on se met en danger ». Il y avait de la peur aussi. Parce que les EDS sont quand même les premiers en contact des cadavres. Il faut savoir qu'un cadavre mort d'Ebola est beaucoup plus contagieux qu'une personne malade. Donc du coup, il y avait ce besoin de verbaliser les émotions. Et après, c'était surtout réussir à comprendre. En fait, moi, c'était un gros travail de décentration que j'ai fait. C'était, on va faire des jeux de rôle et vous allez vous mettre dans les baskets des communautés dans lesquelles vous intervenez. Imaginez que tout le monde vous a dit que le virus n'existait pas, que les Blancs étaient venus pour faire du trafic d'organes, voler les cadavres, tester des vaccins. Et imaginez que vous voyez des gens qui arrivent, qui ont des tenues bizarres, vous ne comprenez pas, et ils viennent vous dire qu'ils viennent prendre les cadavres et qu'ils ne vont pas pouvoir respecter les cultes traditionnels liés à un enterrement.
comment vous vous sentiriez? Et là, du coup, les gens comprenaient, ah bah oui, moi aussi, je serais agressif et non, j'aurais pas envie qu'on prenne mon père, ma mère ou mon fils. Et donc, c'est comme ça qu'on a vraiment réussi à travailler avec eux. Et ça a vraiment débloqué plein de trucs. Et ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'à l'issue des groupes de parole et des formations, ce que me disaient les volontaires, c'est que non seulement ils se servaient de ces outils-là dans leur travail auprès de la Croix-Rouge, mais aussi au sein de leur famille et de leur communauté. Parfait, merci. En tout cas, il y a encore quelques questions qu'on pourra garder pour un peu plus tard. On va vous laisser avancer dans la présentation. Ah, ou sinon, une question peut-être juste d'Ornella qui est en lien. Donc, elle te remercie, Faustine, pour ta réponse. Et elle dit justement, comment avez-vous été reçu en tant que blanc, porteur de savoir, agressivité envers vous? Point d'interrogation. Je vais bien essayer de répondre. À Mbandaka, moi, j'ai pas senti du tout ni agressivité ni rien. Par contre, quand j'étais à Bikoro, d'abord, j'étais la seule blanche sur Bikoro, femme en plus. C'était très particulier. Alors, tout ce qui était enfant, ils étaient très contents de nous voir et c'était chouette. Mais souvent, les adultes m'appelaient Ebola. Enfin, ils criaient Ebola quand la voiture passait. En fait, il faut savoir qu'il y avait une rumeur qui disait qu'en fait, c'était la Croix-Rouge qui avait amené le virus pour obtenir des subventions. Voilà. Donc, voilà. Par eux, on n'était pas forcément bien accueillis, mais ce n'était pas le cas des bénévoles de la Croix-Rouge. Eux nous ont très bien accueillis et étaient contents de tout, quoi. Voilà. Mais c'était plus au niveau de la population que c'était compliqué. J'ai répondu. C'est vrai que tout le problème dans les épidémies, et notamment dans les épidémies Ebola, c'est justement cette question des rumeurs au sein des communautés et de l'acceptation des actions qui sont mises en place, que ce soit dans la prise en charge, que ce soit dans les enterrements, que ce soit dans tout ce qui est suivi des cas contacts, etc. Et donc, c'est un des enjeux très importants dans les épidémies, justement, d'avoir tout le volet communication et mobilisation communautaire afin de pouvoir faire passer les messages et puis voilà, tracer même et suivre les rumeurs et les représentations que les populations peuvent avoir. Ce qui est intéressant sur la nouvelle épidémie au Nord Kivu, c'est pour ça que je me permets d'intervenir, il y a des équipes spécifiques qui ont été déployées et qui ont fait un suivi de toutes les rumeurs qui remontaient et qui, du coup, ont pu, à travers ce travail-là, identifier quels étaient les messages sur lesquels ils devaient travailler plus spécifiquement pour adapter en fonction des zones, parce qu'ils le faisaient de manière cartographiée en fonction des villages. En fonction des villages, vraiment adapter les messages qui étaient faits aux populations pour combattre telle ou telle rumeur. Quand on vous partagera le replay et la présentation, on vous mettra également le lien vers cet outil qui est en ligne, qui permet de voir sur une autre épidémie. Mais bon, je pense que c'est intéressant comme approche, quelles étaient les rumeurs et les représentations des populations. Je vais du coup faire la transition et donner la parole à Abiba, qui a pris le relais de Geneviève dans la mise en œuvre des activités. À toi, Abiba. Merci Aude. Alors effectivement, j'ai pris la suite de Geneviève, alors que j'ai pu rencontrer une petite journée sur Kinshasa pour la passation. Alors je suis arrivée pour continuer le plan d'action, pour finaliser les formations qui avaient déjà été mises en place, notamment pour l'équipe PSS qui était vraiment bien repérée à Mbandaka, avec effectivement ce superviseur qui est Malachi Malaké, qui a tout du long pu effectivement aussi traduire en lingala et le contenu des formations et puis même commencer des écrits, parce qu'il y a eu tout un travail de communication pendant ma rotation qui était fort intéressante. Un des objectifs, c'était de pouvoir vraiment le valider en tant que superviseur et futur formateur. J'ai aussi essayé de dégager un deuxième superviseur sur Mbandaka, qui était Aimé, qui a pu aussi s'exercer pendant les formations en animant certains modules sur la gestion du stress, notamment sur l'animation d'exercices, de jeux de rôle, pour qu'ils puissent s'approprier un petit peu ces outils de formation. Il y avait un deuxième aspect qui était lié vraiment à l'accompagnement, à l'évaluation des interventions des volontaires PSS, que j'ai beaucoup fait avec des outils, des questionnaires qui avaient déjà été
préparés, travaillés. L'idée, c'était de les accompagner pour qu'ils puissent les remplir. Il y avait tout un travail vraiment très technique pour les soutenir dans ce travail-là et pour qu'ils puissent être autonomes pour la suite. L'autre aspect aussi de ma rotation qui était un peu particulière, c'est que je suis arrivée à l'annonce effectivement de la fin de l'épidémie, de la 9e épidémie. Mais une semaine plus tard, il y a eu l'annonce de la nouvelle épidémie à Beni, au nord Kivu. Donc, je me suis retrouvée dans une situation très intéressante, en même temps un peu particulière, puisque c'était de la gestion de crise, où il a fallu penser la continuité, savoir comment peut-être Malachi pouvait intervenir, voilà, puisqu'il était déjà superviseur. Donc voilà, j'ai fait aussi tout un travail de formation de superviseur, formation de formateur pour l'accompagner. Ça a été extrêmement riche en termes de communication avec le PROSEC, donc le secrétaire provincial, avec le président de la province de Bandaka. Et il y avait aussi un autre aspect, puisque j'ai eu la chance de pouvoir participer avec les partenaires, l'OMS, l'UNICEF, à tout un travail autour du plan dit de transition et de résilience, où on m'a donné la parole pour que je puisse échanger sur les activités PSS, faire un peu la promotion, savoir un petit peu ce qu'il en est de la prévention. Et puis, j'ai découvert évidemment que la Croix-Rouge avait une petite partie en fait, d'intervention sur une activité auprès des enfants en lien avec l'UNICEF. Et c'était très intéressant de travailler sur ce sujet. Voilà, il y a d'autres sujets sur lesquels je pourrais revenir par la suite. Et je passe la main à Massimo. Je te remercie, Abiba. Effectivement, comme tu le disais, le contexte est assez particulier parce que nouvelle crise et donc les projecteurs étaient tournés vers le Nord Kivu, les projecteurs et les acteurs. Donc, il y avait comme ça, on sentait un mouvement des acteurs de terrain qui se redéployaient, qui revenaient à Kinshasa pour se redéployer vers le Nord Kivu avec tout ce que ça comporte comme hypothèse de projection parce qu'il y avait des questions de sécurité à régler. Le CICR était maître en la question. Du coup, mes interventions, deux volets principaux. Le premier était de finaliser du coup cette partie, ce plan d'action de l'urgence et donc de finaliser les formations, notamment auprès des bénévoles, des volontaires issus de Bikoro, Itipo et Iboko, donc qui représentaient la moitié des aires de santé et l'autre moitié était pris par Bandaka, où les volontaires avaient été un peu plus mûrs pour agir sur le terrain. Il a été question du coup d'identifier 2 superviseurs dans ces 2 aires de rassemblement d'aires de pôle de santé et de faire monter ces superviseurs pour superviser, coordonner les autres volontaires et les activités psychosociales dans ces aires de santé. Donc, il y avait tout un travail d'identification et de montée en compétence de ces superviseurs avec leur donner quelques notions de management, d'assessment, de reporting, leur expliquer l'importance du reporting. Donc, 4 superviseurs ont été identifiés sur l'ensemble de la région. Sur ces 4 superviseurs, l'un d'entre eux devenait coordinateur des superviseurs. Et donc, ça rejoignait toute la deuxième partie qui est un volet un peu plus RH, qui était de développer un département PSS au niveau de la Société nationale, donc de la Croix-Rouge du RDC, et donc de construire avec eux des fiches de poste avec des compétences attendues, avec les éléments pour faire passer les entretiens, donc vraiment un accompagnement plutôt RH et de structuration, afin de justement pouvoir se redéployer de manière un peu plus rapide et standardisée. Donc, ça a été un accompagnement voilà, qui a demandé plusieurs étapes, d'être assez long et qui jouait au niveau plutôt de la secrétaire générale de la Croix-Rouge de RDC. Voilà, globalement, je vais relaisser la main à… Oui, ben merci beaucoup Massimo, merci à tous. Donc, on le voit, 5 déploiements avec vraiment 5 missions très, très différentes et 5 contextes différents. Peut-être Cécilie, est-ce que tu peux nous parler de la suite en fait, parce que ce déploiement a une jolie suite pour un soutien à plus long terme. Ouais, merci beaucoup. Merci à tous. C'était très chouette de réentendre un petit peu tout ça. Il y avait plusieurs points qui avaient été intéressants, qui ont été mentionnés, sur lesquels je voulais juste revenir très rapidement, notamment le fait que la prise en considération des besoins psychosociaux
des communautés et des volontaires a été complètement entendu et que du coup, ça a été mis en place de façon beaucoup plus systématique sur la 10e épidémie. C'est-à-dire que dès le début de la réponse, ils ont fait en sorte qu'il y ait la possibilité d'intégrer du psychosocial et notamment avec les superviseurs formés à Bandaka, le superviseur qui a pu partir là-bas, former et monter une équipe. Et ensuite, il y a eu des ERU psychosociaux qui ont été envoyés. Et ensuite, par rapport à la suite dans le cadre du projet, ce qui a fait suite à Massimo, mais qui s'est inspiré de la totalité des interventions, ça a été notamment de travailler au sein de la Société nationale pour monter une équipe de formateurs psychosociaux. Et donc, il y a eu un formateur, un expert en formation qui est venu et qui a, sur la base de toutes les formations qui ont été proposées par Faustine, Geneviève, Abiba, Massimo, que ce soit sur la supervision, sur l'accompagnement des managers, sur la réponse aux populations ou sur le soutien aux volontaires, etc. Il a monté des manuels de formation, 3. Et il y a une formation de formateurs qui permet maintenant à la Société nationale de faire appel à 7 personnes qui peuvent intervenir dans tout le pays pour proposer des formations un petit peu similaires à celles qui ont été montées pendant la réponse Ebola. Et donc, ça a permis de vraiment renforcer cette prise en considération du psychosocial et d'ouvrir une première porte sur le développement d'un département pour lequel il y a encore des perspectives d'appui dans la durée et cette volonté de la Croix-Rouge de RDC à avoir un département psychosocial qui leur permette de répondre à la fois aux problématiques d'Ebola, mais aussi à toutes les questions relatives aux enfants, notamment les enfants soldats, les victimes de violences sexuelles, etc. Donc, il y a vraiment cette volonté de s'appuyer sur ce que le travail qui a été fait dans le cadre de la réponse à Ebola a permis de réaliser pour pouvoir l'élargir et répondre de façon plus efficace à des besoins psychosociaux divers. Voilà, donc je pense que de mon côté, c'est à peu près… Ce que je trouve intéressant, c'est vraiment cette possibilité qu'on a eue d'être à la fois sur la phase d'urgence, sur la phase de relèvement post-crise et avec un accompagnement qui a permis de poursuivre des actions, de les renforcer et a priori de pérenniser une bonne partie d'entre elles. Donc, Aude, je ne sais pas si… Alors, il y avait d'autres questions après cette expérience. Selon vous, quel message de prévention aux risques psychosociaux pour des volontaires qui partiraient sur une mission Ebola ? Pour des volontaires, alors pour les ERU, il y a plein de documentation pour les préparer. Pour les volontaires, c'est-à-dire si je comprends la question, ce seraient des volontaires qui font partie de la communauté et qu'on aurait formés. Les risques psychosociaux, c'est un peu tout ce dont parlait Faustine tout à l'heure, à savoir les risques de mal gérer le sentiment d'exclusion, le fait de vouloir aider et de ne pas être reconnu comme tel. Et après, ça s'accompagne. C'était toute une partie de la réponse de toutes les personnes qui sont parties, que ce soit Geneviève, Massimo, Faustine ou Abiba, de justement accompagner les volontaires pour prévenir ce genre de problématique-là. Du coup, Aude, je te rends la main ou la parole. Donc, Cécilie, évidemment, tu ne m'entends pas, mais on a une question. Croix-Rouge. Je suis désolée, je n'entends pas du tout Vincent. Vincent, qui essayait de parler depuis tout à l'heure pour adresser les questions. Donc, on a une question de Pierre Bodino sur quels étaient les profils des volontaires PSS Croix-Rouge. Le profil des volontaires sur le terrain ou le profil des PSSIE, c'est sur le terrain? Des volontaires sur le terrain. Sur le terrain, du coup, alors il y a une grande… en fait, ça a été fait au moment où moi, j'étais en mission de commencer à essayer d'identifier parmi tous les volontaires de la branche ceux qui pouvaient être intéressés par la thématique psychosociale et qui pouvaient avoir quelques éléments, quelques compétences.
Je vais laisser, je pense, les autres répondre parce qu'ils auront plus d'éléments. Mais globalement, ce qui était attendu, c'est une capacité à l'écoute, une vraie volonté et une envie d'avoir ce rôle-là. Et ce qui nous permettait ensuite de les former et de les accompagner pour acquérir les techniques. Donc, les compétences de base, les critères de base qui nous permettaient de sélectionner les volontaires étaient surtout basés sur leur propre volonté de jouer ce rôle-là. Et ensuite, sur le profil qu'avaient ces volontaires-là, je vais laisser la main à Abiba puisqu'elle est à côté de moi et qu'elle a fait partie de cette sélection-là. Et du coup, elle pourra donner plus d'éléments. Merci Cécilie. En tout cas, dans les équipes PSS vraiment repérées en tant que telles, qui portaient fièrement leur t-shirt, avaient des profils assez effectivement en termes de qualité humaine, ouverts, empathiques, plutôt très tournés vers la communauté, déjà dans un esprit, dans leur engagement personnel, tourné vers les autres. La plupart étaient quand même, on va dire, à un niveau scolaire supérieur. On avait quand même des profils d'avocats, des profils d'enseignantes. On avait quelques femmes, beaucoup d'hommes, mais quelques femmes. On avait aussi quand même des gens qui avaient des métiers d'artisans. Donc voilà, c'était quand même assez mélangé et en même temps très riche au niveau des différents profils. Je ne sais pas si Geneviève, tu veux compléter, puisque tu les as aussi vus plus licoraux. Oui, c'est gentil. Non, pas grand-chose à dire. Oui, alors moi j'ai trouvé que, en fait, c'était surtout l'envie qui les animait. Après, bon, c'est vrai que moi quand je suis arrivée, ils avaient vraiment pas de connaissances. En fait, ils savaient pas ce qu'ils avaient à faire là. Par contre, c'était incroyable parce que l'envie faisait que le matin, ils venaient une demi-heure, trois quarts d'heure avant que la formation commence pour réviser ce qui avait été fait la veille. Et le soir, ils restaient une heure de plus pour revoir tout ce qui avait été fait dans la journée, quoi. Donc c'est sûr que ça a vraiment permis d'avancer très très vite. Voilà, la motivation, c'était quand même beaucoup. On a une question supplémentaire de Sébastien Galland qui voudrait en savoir plus sur le stress des équipiers eux-mêmes dans un contexte un peu difficile avec des conditions notamment de sécurité particulières. Alors juste une petite précision avant que vous répondiez, les conditions de sécurité, pour pas qu'il y ait de confusion, très difficiles, c'est plutôt actuellement dans le Nord Kivu. Sur l'Équateur, les conditions de sécurité étaient beaucoup plus simples. Même si elles n'étaient pas tout à fait optimales. Mais je vous laisse répondre. Alors, je peux bien prendre la parole de nouveau parce que j'ai été dans un contexte un peu particulier, dans une transition, alors fin d'épidémie, nouvelle épidémie, donc avec toute l'angoisse, le stress que ça a généré. Mais en termes de sécurité, je me suis retrouvée dans ma rotation en hibernation pendant 4 jours parce qu'on était aussi dans un contexte politique particulier. Il y avait un candidat qui était originaire de Bandaka, qui était un des prétendants à la présidence, qui était de passage. Et effectivement, ça a déclenché beaucoup de réactions. On a eu beaucoup de rassemblements, des craintes. Donc forcément, le référent sécurité nous a tout de suite mis dans un cadre où on ne pouvait pas sortir. Par contre, encore une fois, pour revenir à la motivation des volontaires, c'est eux qui sont venus à nous. Et c'était intéressant parce que, pour le coup, on a pu avancer. Le PROSEC, même le président de la RDC, de la Croix-Rouge équatoriale, est venu jusqu'à nous dans notre siège parce que nous ne pouvions pas sortir. Voilà un petit peu. Ok, merci beaucoup pour ces éléments. Écoutez, je vous propose de passer à la dernière partie de notre présentation. Il nous reste une petite dizaine de minutes. Du coup, pour qu'à chacun tour de rôle, vous puissiez nous partager peut-être une ou deux leçons apprises ou une ou deux difficultés et comment est-ce que vous avez réussi à y faire face et à mettre en place vos activités telles que vous l'aviez, telles que c'était prévu. Je vous redonne la parole. Pour ce dernier temps, il reste encore 2-3 petites questions. Ah oui, dans les leçons apprises, Xavier Genot pose la question de est-ce que vous considérez que le temps de rotation était trop court ou trop long? Donc, je laisse l'un ou plusieurs d'entre vous lui faire un feedback sur ce point. Par rapport aux rotations, je viens juste prendre la parole et les autres pourront compléter. Alors, les temps ont beaucoup varié, notamment à cause d'une variable qui était un petit peu qui n'était pas entre nos mains, c'était la question du visa. Il y a des rotations qui ont été raccourcies à cause du délai d'obtention des visas. Au départ, ce qui avait été prévu, c'est que chaque rotation de 3 semaines
avait une semaine de passation avec son prédécesseur et son successeur. Ce qui faisait que sur les 3 semaines, il y avait une semaine avec celui d'avant, une semaine tout seul et une semaine avec celui qui prenait la suite. Ce qui n'a pas vraiment pu être respecté en termes de temps à cause des missions qui ont dû être soit décalées, soit raccourcies. Donc ça, c'était juste pour parler plus en termes de stratégie, pour pouvoir vraiment avoir une continuité et des passations assez conséquentes pour pouvoir faciliter les transitions. Ensuite, sur la durée du temps de présence sur place, je laisserai mes collègues répondre parce que c'est plutôt eux qui l'ont vécu. Donc, sachant que dans les temps de présence, dans les temps de mission, il fallait inclure les temps de déplacement qui étaient très longs et du fait de la zone géographique qui n'était pas toujours très accessible. Donc ça, c'est pour la question. Du coup, je laisse les autres répondre rapidement par rapport à Abiba qui est à côté, ton temps de mission. Trop court, trop long? Alors, considérant le temps d'hibernation, le fait d'avoir une passation très courte, dans l'ensemble, j'étais un petit peu frustrée parce qu'il y a des choses que je n'ai pas pu mettre en place étant donné qu'il y avait des problèmes de logistique et de sécurité. Donc, pour moi, il a été un peu court. Mais en même temps, vu la gestion du stress, vu la quantité d'activités qu'il y avait à faire, c'est quand même vite épuisant. Donc, je trouve qu'effectivement, le temps de passation pensé avec une semaine avant, après, en étant 2 par rotation, me paraît plutôt adapté. Voilà, pour ma part. Est-ce que tu veux continuer, du coup, Abiba, à nous faire part de peut-être 1 ou 2 leçons apprises ou, Oui, alors, pour un premier déploiement international, quand même, me concernant, je pense qu'une des grandes leçons que j'ai apprises, c'est quand même cette vraie solidarité, c'est ce vrai engagement de tous, c'est-à-dire aussi bien les volontaires congolais qu'on a rencontrés sur place que les collègues ERU ou les autres collègues qui étaient délégués aussi à cette mission, puisque moi j'ai rencontré des gens qui étaient sur d'autres spécialités, en WASH, en Haïti, etc., qui étaient déjà là depuis 2 mois, depuis 3 mois. Et ça a été une vraie leçon de voir comment on pouvait communiquer en interne, que ce soit avec la fédération, que ce soit entre nous au quotidien. Et je trouve que malgré l'épuisement de certains, il y a toujours eu une vraie belle écoute. Et ça a été quelque chose pour moi de précieux. Je pense que voilà, c'est quelque chose sur lequel on peut vraiment s'appuyer. Et peut-être un autre aspect pour moi qui a été intéressant, mais peut-être à travailler, c'est que pour le coup, je pense qu'il y a des choses en termes d'outils de communication, en termes de support, puisque en arrivant là-bas, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des choses de base qu'on connaît qui manquaient peut-être aux volontaires. Et voilà, j'ai passé beaucoup de temps, en tout cas, moi, à essayer de faire des copies de documents, à laisser trace, à essayer de travailler sur la communication, le téléphone, un ordinateur. On a quand même beaucoup de volontaires qui venaient à pied de leur domicile personnel jusqu'à leur lieu d'intervention. Donc voilà, c'est vraiment des choses sur lesquelles je trouve intéressant qu'on puisse travailler en amont, se rendre compte de leur réalité et voir comment on s'y adapte. Voilà. Merci beaucoup. Faustine, est-ce que de ton côté, tu veux nous faire part de ton sentiment, de tes quelques leçons apprises et notes pour le prochain déploiement? Ouais, et du coup, j'en profite pour répondre à la question de Xavier. Moi, j'ai trouvé ça trop court. Alors, je fais partie de ceux dont la mission a été un petit peu grignotée par le visa. Et donc, souligner aussi tout le positif, c'était quand même des grosses équipes. On était entre 10 et 15, en tout cas moi, pendant ma période de déploiement, on était entre 10 et 15 par maison, 2 maisons. Donc, ça faisait quand même, puis des gens qui venaient vraiment de partout, dont des hardy qui étaient effectivement là depuis 2 ou 3 mois. Donc, beaucoup de monde. Et par rapport à la question du stress des équipiers, je tenais quand même à rappeler qu'on était en fait on parlait de post-crise, ce qui fait que moi, pendant mon déploiement, par exemple, il n'y a pas eu de nouveaux cas d'Ebola, ce qui fait qu'on respectait tous effectivement les conditions hygiène et sécurité, on prenait notre température, il y avait du manugel partout, on faisait très attention, mais il n'y avait pas une ambiance extrêmement oppressante comme on a pu me raconter qu'il y avait pu y avoir sur des précédentes épidémies, ou en tout cas quand on est déployé pendant la crise. Du coup, une super mission, un super souvenir. Et sur les axes d'amélioration, je dirais peut-être, en fait, juste aller dans le même sens qu'Abiba sur le fait peut-être d'être déployé au moins à 2, parce que là, en étant toute seule à faire le PSS, c'était gérer et l'implémentation des activités et la coordo avec la Croix-Rouge locale, avec l'équipe fédé,
avec le ministère de la Santé, avec les autres ONG déployées sur place. Ça faisait beaucoup de réunions par jour, beaucoup d'administratifs, de paperasserie, plus l'implémentation des activités, la préparation des formations. Donc ça, c'était beaucoup. Donc peut-être être plusieurs la prochaine fois ou pouvoir partir plus longtemps. Voilà, ça c'est un des gros points. Je vais enchaîner, du coup je vais garder la parole, Aude, si tu permets. Est-ce que c'était court? Oui, c'était court. Je suis parti 17 jours. Donc effectivement, c'est court. C'est court parce que ça fait partie des choses que j'ai appris, de la patience et de la négociation. On a beaucoup d'acteurs, beaucoup de projets. Les spotlights étaient tournés vers le Béni. Tout le monde n'est pas dispo au même moment. Effectivement, il y a deux parties. Il y a ce côté gestion de projet et il y a ce côté réalisation de projet. Donc, gestion administrative, coordonnée. Est-ce que les budgets sont là? Est-ce que les personnes vont bien être là au bon moment, à la bonne heure? Donc, tout ce côté création, enfin main dans le cambouis, et puis après dans la réalisation, dans la production. Et donc avec ça veut dire beaucoup d'acteurs, ça veut dire personnes qui supervisent, ça veut dire faut être patient, faut négocier. Voilà. Donc si je dois retenir quelque chose, c'est d'arriver soit très tôt, soit partir très tard pour choper les acteurs clés au bon moment, quand ils sont en train de fumer leur clope, quand ils viennent d'arriver. Les choper, voilà, dans un moment un peu plus détendu, où c'est pas la cohue, où c'est pas le bruit, où on n'est pas en train de faire la queue, et c'est là où on peut placer un peu nos billes et faire avancer le projet de manière sereine. Et ça marche pour quelle que soit la spécialité avec laquelle tu es déployé. Hein. Merci pour ces points. Geneviève, je te passe la parole pour conclure. Moi, j'étais partie, avant de partir au briefing, on m'avait dit bon, tu pars avec quel sentiment? Et moi, j'avais dit je pars avec envie d'être surprise. Alors voilà, on est en mission, on est surpris et voilà, mais très positif. Voilà, l'aspect sécurité, si, ça peut quand même être quelque chose de compliqué. Enfin, moi, j'ai eu un problème sécurité à Bicoro où j'étais donc seule femme et voilà, une nuit confinée avec départ prévu en hélicoptère qui ne pouvait pas se faire parce que l'hélicoptère ne volait pas de nuit, etc. Puis la population était vraiment agacée à cause du non-paiement. Ça c'est aussi difficile parce qu'il y avait d'autres équipes qui payaient les participants en formation, etc. Donc voilà. Oui, des aspects extérieurs, mais en fait qui se règlent bien. Et c'est vrai que sur place, on est une vraie équipe Croix-Rouge, quoi, en fait, et c'est un vrai bon soutien. Voilà. Et après, juste l'envie de repartir. Et peut-être l'idée de se dire aussi que ce serait bien qu'on parte régulièrement, quoi, pour garder un peu de professionnalisme et voilà. Mais voilà, que du bonheur, en fait. Merci beaucoup. Du coup, on a une question de Véronique qui demande s'il est prévu d'autres missions ERU MED sur la prévention et le contrôle des infections sur Ebola, sur le Nord Kivu. Donc, pour répondre clairement, donc, au début de la 10e épidémie, la suivante, il y a eu plusieurs personnes qui ont été envoyées pareil en format court, avec des rotations courtes. Donc, on a Thierry qui a pu partir, également Pierre Gazin. Là, on a changé un petit peu de fusil d'épaule parce que l'épidémie s'installe dans la durée. On a pu monter un projet un peu plus long terme sur cette question de PCI. Et on a des délégués qui sont partis là déjà, qui sont sur Kinshasa sur des durées de 6 mois. Donc pour l'instant, voilà, on essaye d'être un peu plus sur la durée. Donc pour l'instant, il n'est pas prévu sur des rotations courtes. Maintenant, voilà, on verra avec la durée et comment ça s'organise. Je crois qu'on vient de nous mettre dehors du siège, on n'a plus de lumière. Aude, je te laisse. Effectivement, bon, on va finir ce webinaire dans le noir, je pense. Est-ce que les participants ont d'autres questions? Je crois qu'on a répondu à toutes les questions en cours. Est-ce que, Cécilie, tu voulais peut-être rajouter quelque chose sur le retour d'expérience de ton côté? Non, moi, globalement, j'ai trouvé que c'était vraiment un chouette déploiement avec un enchaînement qui était difficile pour tout ça, mais globalement, j'ai trouvé que c'était vraiment un très bon déploiement. Et voilà, non, j'ai pas grand-chose à rajouter. J'étais juste très contente de travailler avec toute cette petite équipe et contente des résultats. Donc, merci à tous. Oui, je pense qu'on peut vraiment être hyper fier du travail accompli. C'était pas quelque chose qui était prévu initialement, le déploiement de ressources
expatriés pour venir en appui sur le PSS, et je pense que par le travail de tous les équipiers, on a vraiment montré que ça faisait du sens et que c'était important de soutenir au quotidien les équipiers dans les volontaires de la Société nationale dans leurs actions. Donc voilà, j'espère que on en a fait un cas d'école et une bonne pratique. Bien entendu, on a bien reçu votre message sur partir à plusieurs, etc. C'est clair que, en tout cas, là, vous avez été bien courageux et bien efficace pour porter tout seul à bout de bras ces activités-là. Vincent, d'autres questions peut-être ou dans le module ou... Alors, plus de questions, mais des remerciements. Voilà, super présentation, ça donne envie, ça valorise le travail PSS. Voilà, bravo à tous en tout cas. Bon, écoutez, je pense qu'on va rester sur ces compliments pour finir presque à l'heure. Ce soir, merci beaucoup à tout le monde pour votre participation et votre présence. Toujours nombreux au webinaire. Merci à tous les équipiers PSS d'avoir pris le temps de préparer votre retour d'expérience. On vous envoie le replay pour diffuser à vos petits copains équipiers la présentation et donc le lien vers le dashboard dont je vous parlais sur le Nord Kivu très vite d'ici la fin de la semaine. On vous donne rendez-vous également très bientôt, date à venir, pour notre prochain webinaire. Voilà, bon, alors on est vraiment complètement dans le noir désormais. Je pense que la sécurité va débarquer. On vous embrasse et prenez soin de vous et à très bientôt.